parle tout de suite à la Maison-Blanche, Donald Trump qui s'exprime justement sur la situation en Iran. Ayez la bonté de nous informer pour que nous soyons sur place. Mais vous ne savez même pas ce que je vais faire. Peut-être je vais le faire, peut-être je ne vais pas le faire. Personne ne sait ce que je vais faire. L'Iran a pas mal d'ennuis. Ils ne veulent pas négocier. Et moi, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas négocié auparavant? Regardez tous ces morts, toutes ces destructions. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas négocié avec moi il y a 15 jours? Vous auriez eu un pays. C'est très très triste de voir cela. On ne s'attendait absolument pas à une situation comme celle-là. Et maintenant, il faut faire quelque chose, il faut négocier. En fin de compte, ils ont refusé de négocier, puis regardez ce qui s'est passé. J'avais parlé de 60 jours, et bien 61, ça va devenir un chiffre très célèbre le lendemain des 60 jours. Les choses ne peuvent pas durer, effectivement. Pensez-vous que ce soit trop tard? Maintenant, rien n'est trop tard. La seule chose qui est trop tard, c'est Powell. Powell, le tardif. Ben, moi, je dis que c'est très tard. J'ai dit que c'était très tard. Il y a une grande différence entre aujourd'hui et il y a 8 jours. Ils ont proposé de venir à la Maison-Blanche, ça fait une grosse différence. Oui, ils ont proposé de venir à la Maison-Blanche. C'est courageux, mais c'est pas facile pour eux de faire cela. Moi, je ne peux pas y aller du fait de ce qui se passe. J'ai dû quitter le G7, qui était d'ailleurs vraiment extraordinaire au Canada. Ce sont des gens très bien. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ils n'ont plus de défense aérienne. Nous avons pris possession de l'espace aérien. Il y a beaucoup de gens de New York, de Washington, des gens incroyables, des gens intelligents, des gens pleins d'énergie, des gens difficiles, mais vous aussi, vous pouvez l'être, sont des gens remarquables, des gens intelligents. Et ces gens, ils sont dans une situation épouvantable. C'est vraiment dommage, c'est tellement stupide. La Russie et l'Ukraine, c'est tellement stupide. C'est une chose qui ne se serait jamais passée sous ma présidence. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Jamais sous ma présidence cela ne se serait passé. Et j'ai parlé hier. Et il a proposé sa médiation. Et je lui ai dit non, écoutez, occupez-vous de la médiation entre la Russie et l'Ukraine. Commençons par la Russie et vous vous occuperez de ce conflit-là plus tard. J'espère que ça va marcher, mais il y a tellement de gens qui ont été tués. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens morts que dans le cadre de l'Ukraine et de la Russie. Il y a un bâtiment qui s'est effondré, par exemple. Deux mots très simples. Une reddition sans condition. J'abandonne. Sinon, il va falloir faire sauter toutes les installations nucléaires qu'il y a dans le pays. Et ils ont de mauvaises intentions. Ça fait 40 ans qu'ils disent mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à tous ceux qu'ils n'aimaient pas. C'était comme des gamins qui harcèlent les autres à l'école. Bon, ce n'est plus le cas maintenant. On va voir ce qui va se passer. Mais rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Vous savez, une guerre, c'est toujours très complexe. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que oui, des progrès ont été faits. Je pense que la semaine prochaine va être très importante. Ça ne prendra peut-être même pas une semaine. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aurait pu dire qu'on pouvait accepter qu'un pays hostile détienne l'arme nucléaire susceptible de détruire d'autres nations, simplement avec de la poussière qui serait poussée par le vent. Nous avons été, cela fait des années que l'Iran nous menace. Et regardez, il y a 15 ans, on a dit qu'il n'était pas concevable que l'Iran détienne l'arme nucléaire.
nucléaire. Ça fait longtemps que je le dis et je le pense encore plus aujourd'hui que jamais. A lot of the workers they rely on taken away, but then DHS said this week that worksite enforcement would remain in place, that it's a cornerstone. So what's your message to farmers? Quel est votre message aux agriculteurs? Il faut qu'on se débarrasse des mauvais, des méchants pour commencer. Les meurtriers, les dealers de drogue, les narcotrafiquants, ceux qui sortent d'hôpital psychiatrique, tout ce qu'on nous a donné. Bon. Voilà, plusieurs questions sont posées au président américain cet après-midi devant la Maison-Blanche, vous l'avez compris, avec de la politique intérieure, de la politique internationale et cette prise de position donc sur le conflit au Moyen-Orient. Pour le moment, pas d'indication sur une intervention militaire américaine. En tout cas, il dit « personne ne sait ce que je vais faire ». Et un peu plus tard, on est en train de revérifier ce qu'a déclaré Donald Trump parce qu'effectivement, c'est allé assez loin. Donald Trump appelle l'Iran à la reddition. Sinon, que promet Donald Trump? Eh bien, ni plus ni moins de faire sauter toutes les installations nucléaires du pays. La menace donc proférée à l'instant par Donald Trump et l'analyse autour du plateau, Valérie, effectivement, ça nous a tous fait réagir au moment de cette prise de position du président américain. Et comme toujours avec Donald Trump, ça commence comme un mot d'enfant. Il dit il faut que l'Iran cède et qu'il dise j'abandonne. Vous savez, comme quand on fait la bagarre quand on est enfant. Et derrière, il dit il va falloir faire sauter toutes les installations nucléaires du pays. Il explique que l'Iran est sans défense parce que nous avons pris, dit-il, le contrôle de l'espace aérien. Il veut une reddition sans condition et il dit que ça fait longtemps que l'Iran menace et que personne ne peut accepter qu'un pays hostile ait la bombe nucléaire et qu'il soit susceptible de détruire un autre pays. Donc, tous les indices concordent vers une forme d'engagement des États-Unis dans le conflit, même s'ils continuent à entretenir ce que les spécialistes appelleraient l'ambiguïté stratégique. Exactement. Colonel, est-ce qu'il est en train de préparer les esprits quand il dit, effectivement, il le rappelle, cela fait des années que l'Iran nous menace. Il ne dit pas menace Israël, mais nous menace. Dans un environnement très YMCA, vous voyez ce que je veux dire, avec c'est très étrange, c'est étrange, le gabillon jaune, etc. Enfin, je reconnais que... Effectivement, il a un discours assez belliqueux. Oui, exactement. Entouré... c'est totalement sidérant. Enfin, moi j'ai une impression comme ça, une première impression qui est incroyable. L'image qui tranche avec le moment extrêmement grave. Il annonce vraiment qu'il va utiliser les fameux GBU 57, parce qu'en fait, pour détruire les installations qui sont profondément enterrées, il faut la bombe qui va. Donc en fait, il travaille là-dessus, c'est ce qu'il vient de dire. Et en fait, tout l'environnement qui est autour, avec les avions, avec les ravitailleurs, avec les porte-avions qui arrivent, etc., ne sont faits qu'un décor qui va être autour de tout ça. Ça va renforcer la présence américaine dans la zone. Mais on voit qu'aujourd'hui, l'objectif, il a donné l'objectif qui était effectivement de détruire ces installations nucléaires. Le problème, c'est que détruire des installations qui sont à 80 mètres, des centrifugeuses, je ne pense pas que soit très grave en termes de diffusion, je dirais, atomique, en tout cas de pollution. Par contre, Téhéran, ils ont pas mal de centrales nucléaires, entre autres une qui est assez grande. Je ne sais pas s'ils vont la bombarder ou pas. Donc on voit qu'il va très loin dans ce qu'il dit. C'est ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas un discours qui est clair, alors qu'il devrait être très clair. Et quand on dit ce genre de phrase, vous voyez, c'est modèle droite, limite gauche, limite droite, fond de tiroir, il n'y a rien qui dépasse. Alors que là, effectivement, il y a certaines déclarations qui nous ont interpellés. Ces gens souffrent, c'est ridicule, ça n'aurait jamais dû commencer. Et puis tout d'un coup, donc, il prend cette position. Alors, si ça nous fait réagir aussi, c'est que pour l'instant, le but de Donald Trump n'est pas clair. C'est-à-dire, est-ce qu'il va s'engager militairement ou pas? Et comment? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste ravitailler les avions de chasse israéliens en vol? Là, il dit clairement que ça irait beaucoup plus loin. Ben oui, bien sûr, il le dit. D'ailleurs, il commence en disant « je ne sais pas ce que je vais faire », mais en fait, il le sait très bien. Dans cette espèce d'environnement, vous avez raison, YMCA, d'espèce de faussement débonnaire, ça a l'air d'un film. Et il faut se mettre dans la peau de ceux qui le vivent, de ceux qui, aussi bien les Israéliens que les Iraniens. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. Donc, et il dit aussi des mensonges absolument hallucinants, que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de morts. Il y en a eu effectivement, mais il ose dire qu'il y a eu plus de morts
que dans le conflit Ukraine-Russie. Oui. Là, tout de même, c'est un mensonge. C'est un mensonge absolument épouvantable. Parce que, y compris depuis le début, mais y compris, ça continue, l'Ukraine continue à être frappée. Je crois que Kiev a été frappé, qu'il y a eu des dizaines de morts dans la capitale. Exactement, Sylvie Berman. Ouais. Non, effectivement, la Russie continue de frapper Kiev. Même si personne ne parle, il y a eu 14 morts de nouveau. Donald Trump, alors, effectivement, donc on a bien vérifié la traduction, c'est exactement ce qu'il dit. Il appelle donc l'Iran à une reddition sans condition, sinon nous détruirons toutes les installations nucléaires du pays. Non, mais de toute façon, il n'y a que les États-Unis qui peuvent le faire. On a évoqué la mère de toutes les bombes, Moab, GBU 57, effectivement, c'est la seule. Et en plus, il n'y a que les bombardiers B-52 américains qui peuvent le faire. Donc l'idée serait de finir effectivement le travail. Le reste, les Israéliens peuvent le faire. Il a quitté le G7 de manière spectaculaire. Parce que rien ne l'obligeait à partir ce jour-là, en réalité, puisqu'il n'y avait pas d'urgence absolue. D'ailleurs, maintenant, il parle de la semaine prochaine ou de... Bon. Donc, en fait, c'est aussi une forme d'intimidation. D'abord, quand même, de mépris pour les Européens, et ensuite, et les Canadiens, et d'intimidation... vis-à-vis des Iraniens, et le fait de dire je ne sais pas ce que je vais faire, fallait négocier, c'est de votre faute, etc. Contribue à susciter l'inquiétude à Téhéran. Juste un mot, il a quand même dit au début qu'il y avait eu 60 jours d'ultimatum et qu'on était rentré dans le 61e jour, et il dit retenez ce chiffre, il va avoir une valeur historique. Oui, 61e jour. Effectivement, après l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran. On part en Israël, à Tel Aviv plus précisément. Thomas Misraki, vous êtes notre envoyé spécial. Comment est-ce que Israël réagit à ces tout derniers propos de Donald Trump ? Alors pour l'instant, pas encore de déclaration ou de réaction côté israélien, mais ce que vient de dire, et vous l'avez vu en direct, le président des États-Unis, cet ultimatum qu'il fixe à l'Iran, parce que c'est un ultimatum, rendez-vous sans condition, sinon nous détruirons l'ensemble de vos capacités nucléaires. C'est exactement ce que souhaitent les Israéliens, ce qu'ils demandent depuis le début de cette guerre, il y a maintenant 6 jours. Donc évidemment, ici, ce qu'a dit Donald Trump va être apprécié par les autorités et probablement par une immense partie de la population israélienne, des Israéliens qui sont très confiants ces dernières heures. Après le discours du guide suprême iranien, eh bien, les réactions ont été très rapides. L'armée israélienne, d'abord, qui affirme avoir ciblé plusieurs installations militaires à Téhéran, avoir détruit une vingtaine de cibles la nuit dernière, qui dit aujourd'hui, nous aurons atteint, tenez-vous bien, tous nos objectifs militaires, y compris l'installation nucléaire de Fordo, d'ici une semaine. Et lorsque l'on regarde ce que disent aussi les principaux responsables politiques israéliens aujourd'hui sur la situation intérieure, par exemple le ministre de la Défense qui dit on se dirige vers un début de retour à la normale. Par exemple, les Israéliens vont pouvoir retourner au travail. Pour ceux qui sont employés dans une entreprise possédant un abri, les rassemblements ne sont plus interdits. Ils sont limités, mais ils ne sont plus interdits. Donc un début de retour à la normale auquel on s'attend ici. Et les propos de Donald Trump que vous venez d'entendre en direct sur LCI, eh bien, ils vont complètement dans ce sens-là. On a le sentiment ici, depuis quelques heures désormais, que c'est un compte à rebours qui a commencé. Les États-Unis vont probablement accéder aux demandes d'Israël. Donc c'est un compte à rebours, c'est peut-être une question d'heure, question de jour, vient de dire Donald Trump. En tout cas, regardez cette image, cette affiche qui est affiché donc en grand, ce message plutôt affiché en grand dans les rues de Tel Aviv. Mr. President, finish the job. Monsieur le Président, s'il vous plaît, finissez le travail. Cet appel des Israéliens au président américain, les Israéliens en sont convaincus, les Américains vont venir leur prêter main forte. Oui, ils en sont certains.
Ils en sont certains, et pour eux, c'est la guerre des guerres, c'est la guerre finale, c'est la grande guerre, c'est ce qu'ils disent tous. Bien sûr, alors avec beaucoup de souffrance intérieure, parce que je voudrais quand même me faire le relais du communiqué des familles d'otages. On les oublie, on oublie beaucoup de monde en ce moment, mais bon, c'est l'histoire qui passe, mais tout de même, n'oubliez pas nos bien-aimés, c'est le forum des familles d'otages à Gaza, israéliens à Gaza, n'oubliez pas nos bien-aimés qui croupissent dans les geôles du Hamas, et c'est le 621e jour. Mais alors justement, est-ce que ces familles, certaines familles qui manifestent tous les jours à Tel Aviv, notamment à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem, pour le retour des otages et qui contestent la politique de Netanyahou menée à Gaza, comment est-ce qu'ils voient cette guerre menée en Iran ? C'est un déchirement. Écoutez, de toute façon, c'est un déchirement perpétuel, permanent. Mais ils savent quand même, ils ont intériorisé tout de même le fait. D'abord, évidemment, ils ne peuvent plus manifester dans le contexte de guerre, mais ils supplient qu'on n'oublie pas les otages. Ils espèrent qu'il y aura une normalité qui après la dernière guerre, la dernière grande guerre, va s'installer, la normalité dont rêve cet État complètement anormal, finalement condamné à la normalité, l'absence de normalité. Ce serait... Mais pour eux, franchement, il y a quand même quelque chose au-dessus, à savoir qu'il faut en terminer avec quelque chose, avec un régime qui menace d'extermination l'État hébreu depuis 1979. Et ça prime surtout. Oui, c'est ce qu'ils disent, que ça serait pour eux la dernière des guerres, puisqu'ils ont normalisé avec un certain nombre de pays arabes. Ils sont prêts à normaliser entièrement avec l'Arabie saoudite. Les tentacules de la pieuvre iranienne sont maintenant complètement affaiblis. Et si le régime finalement disparaît, je pense que les anciens proxys auront de moins en moins de poids. Et donc, pour Israël, c'est une source de réassurance, en fait. Et s'il y a la moitié de la population qui condamne Netanyahou, qui condamne sa gestion à Gaza, également l'oubli des otages, en revanche, je crois que toute la population israélienne est favorable à cette dernière intervention. Je voudrais revenir d'un mot sur ce qu'a dit Donald Trump. Il dit dans le même temps que l'Iran ne veut pas négocier alors qu'il faut négocier, et il dit dans le même temps que des négociateurs iraniens sont rentrés, il prétend que des négociateurs iraniens sont rentrés en contact avec les Américains pour tenter de négocier. Donc j'ai un peu du mal à déterminer ce qu'il veut dire exactement. Si c'est le cas, si c'est le cas que des négociateurs iraniens, que les Iraniens ont tenté de rentrer en contact avec les Américains pour négocier, peut-être y a-t-il une forme d'issue sans plus de souffrance, une issue diplomatique. J'ai un peu du mal à y croire parce que son langage, y compris corporel, ce que vous disiez sur ça restera, je crois, sur cette image YMCA, ne nous indique pas qu'on va vers une issue diplomatique. Non, visiblement pas. Et il appelle donc l'Iran à une reddition sans condition, ce qui n'arrivera pas. Ben non, c'est un régime autocratique qui n'a aucune raison qui va aller jusqu'au bout. On voit bien que la déclaration de Ramenei tout à l'heure, il a dit très clairement qu'il était hors d'action de reculer. Le problème, ce qui est toujours inquiétant dans ce genre de situation, c'est que on n'arrive pas à imaginer, nous tous, on connaît la situation, on n'arrive pas à imaginer que peut être la suite. C'est vrai que dans tout conflit, il y a toujours un but politique. À part une espèce de d'effondrement généralisé, de chaos général, on voit pas ce qui peut arriver. On voit pas les uns les autres négocier, en tout cas pas les Iraniens. Donc en fait, c'est extrêmement inquiétant parce que il suffit qu'ils résistent, qu'ils tiennent. Moi, je me rappelle, je suis un peu un historien. Le parti nazi a tenu jusqu'à la dernière seconde, la dernière minute. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont jamais craqué. Et ils pendaient encore des gens le dernier jour, la veille de l'arrivée des Russes ou des Américains, d'un côté comme de l'autre. Donc c'est extrêmement inquiétant et on risque d'avoir une espèce de délabrement généralisé et du pays qui part hors contrôle. C'est un pays qui fait 90 millions d'habitants, c'est immense. 90 millions d'habitants. Donc c'est très compliqué. Et je pense que malheureusement les Iraniens, c'est une population qui est asservie au même titre que d'autres. Et ils sont asservis. Et il n'y a pas de solution politique parce qu'il faudrait une structure politique au moins qui puisse remplacer Et là il n'y a rien. Il y a 3 pôles de tendu. Alors on a vu effectivement, Pahlavi intervenir sur les
écrans, mais je ne suis pas sûr qu'il est le fils du Shah qui a quitté l'Iran en 1979 et enfin à l'arrivée de Khomeini, et on voit qu'il communique, mais je ne suis pas sûr qu'il ait l'assise populaire pour pouvoir reprendre le pouvoir. Alors il semblerait que le Mossad et la CIA aient depuis des années des contacts avec des opposants à l'intérieur du régime et qui seraient prêts à remplacer ce régime. Alors, bon, on n'en sait rien, c'est facile à dire, c'est pas aussi facile que ça à mettre en place, mais ça n'a rien à voir avec la situation de l'Irak, de la guerre en Irak, où les Américains ont détruit complètement le système bassiste, l'armée, l'État, etc., et ont provoqué un chaos total. Non, exactement. Et puis là, il y a pas question d'envoyer des troupes au sol, cette fois-ci en Iran. Non, bien sûr. Il faut peut-être rappeler quand même ce que c'est. D'un côté, il y a cette société civile malheureuse, à 80% opposée au régime. Mais partout dans le pays ou seulement à Téhéran ? Non, pas du tout. Partout dans le pays. Ouais. Et c'est précisément parce que le mouvement Femmes, Vie, Liberté, il a transcendé tous les clivages. C'était une jeune fille kurde, Mahsa Amini, qui a été tuée en 2022. Mais vraiment, tout a été transcendé. C'est-à-dire, y compris les clivages sociaux. C'est pas... avant, c'était la bourgeoisie de Téhéran, dévoilée, etc. C'est plus rien. D'abord, le pays est tellement pauvre, appauvri et malheureux que ce sont les ouvriers qui manifestent. C'est pas seulement ni les enseignants, c'est vraiment tout le pays. Mais ce que je voudrais juste revenir très brièvement en un mot. Donc, il y a cette société civile qui a transcendé, mais qui n'a pas de leader. Les leaders anciens, il faut quand même dire 3 noms. C'est Mohammad Khatami, c'est-à-dire le président réformateur qui a été donc président de l'Iran entre 1997 et 2005. Et à l'époque, les gens ont espéré jusqu'à ce qu'il y ait des massacres à l'université de Téhéran. Et donc Khatami s'est complètement fait déborder par l'aile extrémiste. Donc, mais il est toujours vivant, il a 82 ans, je crois. Il y a les deux dirigeants assez âgés, mais qui étaient invoqués en 2009 et qui ont été mis en résidence surveillée, Mehdi Karoubi et Mir Hossein Moussavi. Ça, c'était en 2009, au moment du mouvement vert qui a contesté la réélection d'Ahmadinejad. Et puis, il y a bien sûr, alors évidemment, il y a ces mouvements à l'intérieur de l'Iran. Il y a des mouvements, voilà. Donc c'est tout. Mais il n'y a pas de leader de la société civile. Et c'est l'un des points faibles. Et c'est l'un des points faibles, évidemment. En ce qui concerne l'appel du prince Reza, on n'a aucune idée de son écho sur le terrain. Non. Rien. Allez, on reste à Washington. Regardez avec ces images en direct de Donald Trump qui vient donc de prendre une position extrêmement forte sur ce conflit au Moyen-Orient. On va rester à Washington, retrouver notre équipe sur place, Hélène Bonnet, Éric Josset. Hélène, effectivement, on le disait, ça commençait par un ton un peu presque léger. La décision n'est pas prise. Et puis tout d'un coup, donc, cette affirmation lourde de sens, si jamais, eh bien les États-Unis pourraient s'en prendre au nucléaire iranien directement. Oui, mais en réalité, ce qui est marque dans cette déclaration, c'est que Donald Trump maintient de toute façon l'ambiguïté. Il recycle beaucoup un discours qu'il a tenu ces derniers jours. Alors effectivement, il y a cette demande de capitulation sans condition. Il réexplique que l'Iran est affaibli, sans défense, que l'Iran a essayé de le contacter. Et il a répété ce qu'il avait dit plusieurs fois, c'est qu'ils avaient l'occasion de négocier avant et ils ne l'ont pas fait. Ce qui était marquant aussi, c'est ce moment où les reporters insistent, lui demandent ce qu'il va faire, est-ce qu'il pourrait frapper. Il le prend à la rigolade. Dans un premier temps, il dit vous ne savez pas ce que ce que je vais faire et moi-même je ne sais pas encore ce que je vais faire, pour aussi finalement formuler cet ultimatum. Donc on voit qu'il oscille entre les deux. Ça peut révéler que Donald Trump finalement n'a pas tranché, il n'a pas pris définitivement sa décision, et ça peut se comprendre aussi par la situation intérieure. Pourquoi ? Parce qu'il y a un énorme débat aujourd'hui au sein de son camp entre ceux qui veulent que Donald Trump se lance dans une opération militaire, aille jusqu'au bout, et puis l'opinion américaine aussi qui est très opposée à ce type d'intervention. Et au sein de l'opinion américaine, cette frange, sa base électorale MAGA, qui, elle, ne veut pas du tout en entendre parler. Ça fait beaucoup de débats ici et ça pèse sans doute sur la décision de Donald Trump. Autre chose, c'est aussi le risque d'escalade, le risque de déstabilisation de la région. Et ça, Donald Trump l'a peut-être en tête aussi. Effectivement. Merci beaucoup, Hélène, en direct de Washington. Il maintient l'ambiguïté, le président américain, là.
Alors, en fait, oui et non, c'est assez paradoxal. En fait, il le maintient dans son discours, dans le décorum qu'il met en place, qui est en fait pas très sérieux, d'autant que c'est très surprenant. Il vient de quitter le G7 en catastrophe avant-hier, genre je vais dans le bunker et je prends des décisions tout à l'heure. Et en fait, il parle de la semaine prochaine. Donc en fait, il a une échelle de temps qui est extrêmement bizarre. Et là, évidemment, là, il cultive l'ambiguïté stratégique. En fait, à quel moment je vais appuyer sur le bouton ? C'est ça l'idée. Par contre, le bouton est énorme. On ne sait pas quand, mais c'est un gros bouton. Là, pour vous, c'est une annonce. Ah oui, bien sûr. Oui, en fait, il a donné l'objectif. L'objectif, maintenant, il est clair. Oui, il aurait pu dire le libre passage des bateaux dans les Trois d'Ormuz ou le Golfe Persique, un truc un peu bizarre à gauche, à droite, en expliquant la raison de cette montée en puissance américaine. Non. Patatras, pof, il met ça sur la table, il dit voilà, on va tout bousiller, on va tout péter, on va lâcher les bombes, et comme ça, vous serez bien punis, vous aviez qu'à discuter avec nous quand on vous l'a demandé. C'est ça Et c'est pour ça que c'est très compliqué à analyser, parce que c'est tellement simple comme message, qu'on se dit c'est pas possible que ce soit aussi simple que ça. Mais il n'y a pas de... C'est clair, quoi. C'est vraiment clair. En même temps, il a une casquette, c'est le printemps. C'est une légèreté incroyable qui contraste avec la lourdeur de l'annonce. Dans ce conflit, il est quand même en train de... Les Américains, il faut savoir qu'aux États-Unis, il est commandant en chef. Ouais. C'est vraiment une fonction qui est très importante des États-Unis. Nous, on dit chef des armées, mais c'est pas commandant en chef. Lui, commandant en chef. Et en général, ce genre de phrase, d'abord, on ne fait pas ça à l'arrache comme ça. Non. Et puis on met un décorum. D'ailleurs, ils font ça avec des militaires sur une base aérienne, avec des gros avions et des trucs comme ça. Donc il met en scène sa déclaration. Là, c'est Beauté, il sort de sa voiture et probablement qu'il va aller boire un coca dans 5 minutes. C'est la vie courante, c'est la vie normale. Et c'est pour ça que c'est extrêmement étrange comme impression. Et ça nous donne, nous, qui sommes des commentateurs... Ah, c'est déstabilisant, je vous avoue. Oui, complètement. Mais moi, qui pourtant, je me dis, mais c'est totalement surprenant. Il n'y a rien à voir entre sa déclaration, ce qui dit le fond de sa pensée, et son attitude et ce qu'il est en train de faire, etc. En fait, il est extrêmement léger, quoi. Enfin, il est décontracté. C'est ce que je disais exactement. C'est la légèreté des images que l'on voit ici avec Donald Trump complètement décontracté dans une discussion, casquette vissée sur la tête, et son annonce, j'allais presque dire tonitruante, parce qu'on ne savait pas quelles étaient les intentions de Donald Trump. On ne savait pas s'il allait engager son pays militairement ou pas, et comment. Et là, il donne quand même une information capitale. S'il intervient, ce sera pour détruire les installations nucléaires du pays. Oui, enfin, cela dit, quand il a décidé de quitter le G7, c'est pour aller dans la Situation Room. Donc, en général, c'est pour prendre des décisions importantes. Or, il en est sorti et aucune décision n'a été prise. Là, bon, il laisse planer l'ambiguïté. Mais c'est son mode de communication habituel, soit ses tweets en lettres capitales, soit des propos entre deux portes dans Air Force One ou ailleurs. Je veux dire, il est comme ça, il faut faire avec. Exactement. Je peux rajouter un petit point particulier. C'est les Américains ont une qualité, ils ont deux qualités. La première, c'est les planificateurs, la deuxième, des logisticiens. Et c'est vrai, pour mener ce genre d'opération à une telle distance des États-Unis, ça implique une organisation énorme. Et donc, probablement, en fait, que cette réunion qu'il a eue après le G7, donc hier ou avant-hier, c'était une réunion qui était destinée à à faire des choix. Donc il y a des options, ça, ils sont très forts les Américains, ils font des choix, l'option numéro 2, 21, 22, 23, le 3, 31, 20. Donc c'est comme ça qu'ils travaillent. Après, ils planifient, donc je pense qu'ils sont dans une phase de planification extrêmement importante. Donc ils ont fait le choix. Là, ils ont fait un choix, simplement qu'il a été fait, et le choix c'est quoi ? Il l'a dit, c'est détruire les installations nucléaires. Voilà, c'était ça le choix. Avec quoi ? Les bombes, les machins, on voit tout le truc arriver, les avions, les B-52, ça y est, la machine est en train de tourner. Maintenant, c'est à quel moment il va appuyer sur le bouton ? Est-ce que les Iraniens craquent ou pas ? Moi, je serais Iranien, je serais Khamenei que je ne suis pas, je me méfierais. Parce que ce genre des personnages, il va évidemment appuyer sur le bouton. Exactement. 16h30, si vous nous rejoignez, on a assisté à un dialogue par médias interposés. D'un côté, Ali Khamenei, justement le guide suprême en Iran, qui s'est exprimé à la télévision d'État aujourd'hui, donc pour répondre à Donald Trump et menacer les États-Unis en cas d'intervention. Et il l'a dit, pas question de se rendre. Et donc, à l'instant, Donald Trump qui appelle l'Iran à la reddition totale. Dire au peuple iranien de se rendre n'est pas une déclaration raisonnable. Ceux qui comprennent la sagesse de la nation iranienne, ainsi que l'histoire et la culture de l'Iran, ne prononceraient jamais de tels mots. Se rendre à quoi ? La nation iranienne n'est pas une nation que l'on peut contraindre à se rendre. Si les États-Unis interviennent sur ce terrain, en particulier par le biais d'une intervention militaire, les dommages qu'ils subiront seront sans aucun doute irréparables.
Deux mots très simples. Une reddition sans condition. J'abandonne. Sinon, il va falloir faire sauter toutes les installations nucléaires qu'il y a dans le pays. Et ils ont de mauvaises intentions. Ça fait 40 ans qu'ils disent mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à tous ceux qu'ils n'aimaient pas. Voilà, le contraste est assez saisissant. Donc Donald Trump qui appelle le régime iranien à la reddition totale, à la reddition sans condition, et on le sait, ça n'arrivera pas. Oui, bien sûr. Et il ne faut pas se laisser avoir par le comportement. Parce que Trump, il y a une absence totale de corrélation entre la gravité du moment et son comportement. Mais c'est ça. Et d'une certaine façon, mais là, ce qu'on voit, c'est que le calendrier dont nous parlions cet après-midi, il y a une accélération de ce calendrier. Oui. Il y a une accélération. Parce que là, on est en termes de jours. Aujourd'hui est un jour crucial, puisque le quartier général des gardiens de la Révolution, le quartier général de la sécurité intérieure, les renseignements intérieurs, a été frappé à Téhéran par Tsahal. Aujourd'hui, c'est un jour crucial parce qu'il y a ce discours du guide, et c'est un jour crucial parce que Donald Trump annonce que s'il n'y a pas un changement dans les heures qui viennent, il y aura de toute façon des installations. Il faudra faire sauter les installations nucléaires. Donc qu'est-ce qu'il fait dans ces sortes d'atermoiements étranges qui nous déstabilisent parce que c'est hors du langage diplomatique, parce que c'est hors du langage de la prise en compte des émotions populaires, des émotions de tous les peuples et des récits de tous les peuples et de leur histoire et de leur futur. C'est tout ça qui nous... Parce qu'on ne comprend pas, nous on est Européens, on est Français, donc c'est pas notre langage. Et il est en train de gagner du temps. Il est en train de gagner aussi ce temps, peut-être, qu'il a commencé à gagner avec les 5 premiers rounds de négociations avec les Iraniens à Oman. Alors, une question. Pourquoi est-ce que les États-Unis interviendraient? Quelle est la justification? Si on remonte le film, on est vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, Israël décide d'attaquer l'Iran, se sentant menacé. Ça, c'est ce que dit le gouvernement de Benjamin Netanyahou. La menace nucléaire devenait trop intense. Donc on intervient. Pourquoi les États-Unis se posent aujourd'hui la question? Les États-Unis se posent la question parce que tout le monde veut en finir avec le programme nucléaire iranien. Personne ne veut que l'Iran ait la bombe. Et c'est vrai, et là, il le rappelle, et c'est intéressant qu'ils le disent, les Israéliens le disent toujours, le premier ennemi des mollahs, c'est les États-Unis, même si en réalité, ils s'attaquent surtout à Israël. Et donc, c'est ça qui peut effectivement justifier, parce que ça permet en réalité d'en terminer avec cette guerre. Le nucléaire iranien, qui est au cœur des préoccupations israéliennes et américaines. Des Américains, qui était la préoccupation des Européens, puisque c'est eux qui avaient amorcé les négociations en 2003 sur le nucléaire iranien. Les Européens sont maintenant un petit peu hors jeu, mais effectivement, les Américains sont ramenés dans le jeu. On va repartir à Tel Aviv, rejoindre Thomas Misraki. Thomas, parce que dans la prise de position là tout à l'heure de Donald Trump, à un moment donné, il parle de Benjamin Netanyahou, et il lui dit continue de frapper. Oui, et c'est ce que notent les médias israéliens depuis quelques minutes maintenant. Vous me demandiez tout à l'heure leur réaction au propos de Donald Trump. Ça a mis un peu de temps, mais c'est en train d'arriver. Beaucoup de questions ici suite à ces déclarations. Qu'est-ce qui pourrait pousser le président américain à se joindre à nous? C'est ce que se demande le Jérusalem Post à l'instant même. La déclaration que tout le monde a notée, évidemment, c'est celle que vous avez citée. J'ai dit à Benjamin Netanyahou de continuer. Voilà. Et les Israéliens se demandent maintenant plutôt quand les États-Unis vont se joindre à leurs opérations, plutôt que si les États-Unis vont se joindre à leurs opérations. L'armée israélienne a dit tout à l'heure qu'elle espérait pouvoir avoir atteint tous ses objectifs de frappe.
y compris les installations nucléaires de Fordo, d'ici une semaine. Au pire, ici, on se prépare à sortir de l'état de guerre en cours avec des annonces faites par le ministre de la Défense en début d'après-midi et un début de retour à la normale. Donc il semblerait, en tout cas, vu d'ici, que les choses s'accélèrent. Ce que savent les Israéliens, évidemment, au plus haut niveau, personne ne le sait au moment où nous nous parlons. Mais ce qui semble avéré lorsque l'on regarde, lorsque l'on écoute les déclarations des uns et des autres depuis quelques dizaines de minutes maintenant, c'est qu'une opération pourrait être en préparation, à savoir maintenant quel type d'opération est-ce que les Américains en feront partie. Ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que ce soit du côté du gouvernement ou de la population israélienne, on espère que cette guerre contre l'Iran non seulement ira jusqu'au bout, mais qu'elle atteindra tous ses objectifs. Il y en a 3, évidemment. La destruction du capital nucléaire de l'Iran, la destruction des capacités balistiques de Téhéran, mais aussi la décapitation du régime. Merci beaucoup, Thomas. Effectivement, on voit que les choses s'accélèrent pour les Israéliens. Colonel, la question n'est plus si, mais quand les États-Unis vont intervenir. Ça y est, c'est clair? Oui, il me semble, ça me paraît assez clair. Maintenant, les Américains, ils sont surprenants parce que il va y avoir, chaque fois qu'ils ont une opération, ils tirent toujours en premier, bien évidemment, et on va être surpris. On va apprendre un matin que depuis 3 heures, ils seront tirés et puis ils vont canarder de tous les côtés. Ça va partir de tous les côtés. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment, c'est parti. Je vois pas comment ça pourrait. C'est parti pour vous, ouais. Oui, je pense que là, il n'aurait pas été aussi clair. En plus, les mots qu'il utilise, c'est intéressant. Il dit pas, on va détruire. Il dit, il va falloir faire sauter toutes les installations nucléaires du pays. Le mot sauter, et en soi, c'est assez trivial le mot qu'il utilise. Parce que faire sauter, c'est bombarder. Oui, il dit pas on va détruire, il pas de détails, on fait tout sauter. C'est un terme extrêmement, c'est un peu le Far West, on sent que tout sauter. Le mot est vraiment très fort. Donc encore une fois, le vocabulaire qu'il utilise est à dessein. Le personnage, il le fait exprès. Donc je pense qu'il va noyer le poisson pendant quelques temps en disant voilà, faut qu'on discute, on va voir. Mais je pense que c'est pas des faits. De toute façon, quand on voit la quantité de matériel qui est en train d'arriver sur Diego Garça, c'est pas pour rien, c'est pour faire l'animation. Alors c'est vrai qu'il y a une partie dissuasive qui se joue, mais en général, quand on en est là, avec les bateaux qui vont arriver de tous les côtés, etc. Alors, c'est l'occasion ou jamais, c'est ça. En plus, c'est une opportunité qui se retrouvera peut-être pas. Et quand les Israéliens appellent le président américain à finir le travail, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il y a une grande partie qui est faite aujourd'hui et si on ne le finit pas, il faudra recommencer dans quelques années. Ouais, et puis l'opportunité pour Donald Trump de s'arrimer peut-être à une victoire promise finalement, non? Il ne veut pas passer à côté. Oui. L'image, là, ce dont vous parliez, c'était ça. Ça, c'est dans les rues de Tel Aviv, effectivement. Oui, absolument. Monsieur le Président, finissez le travail. Non, mais je pense que c'est difficile pour lui à cause de sa base MAGA, puisqu'il s'est fait élire sur le thème « plus jamais de guerre, plus jamais de djihad ». Vous voulez que je vous redise exactement ce qu'il a dit le jour de son investiture? Il n'y a pas si longtemps, c'était le 20 janvier dernier. Mon succès sera mesuré non seulement par les batailles que je remporterai, mais aussi les guerres que j'achèverai. Donc là, on pense évidemment à la guerre en Ukraine. Et peut-être encore plus significativement, les guerres dans lesquelles je ne m'engagerai jamais. On est loin de cette promesse. Que s'est-il passé? Oui, absolument. Mais alors, ça dépend, en fait, quelles sont les décisions. Parce que effectivement, vous avez évoqué les 3 aspects, dont celui de la décapitation du régime. Mais là, les Américains n'iront peut-être pas. Ouais. Peut-être que ce qu'ils vont faire, c'est effectivement détruire le potentiel militaire nucléaire iranien. Et peut-être, je n'en sais rien, en se limitant à cela. Ce qui n'est pas engager une guerre. C'est de nature différente. Et ça peut plaire à l'armée américaine, parce qu'on sait qu'avec les réformes, le Doge, etc., l'armée américaine était un peu secouée. Les militaires, quand vous leur donnez des missions comme celle-là, avec du matériel, des moyens, de la planification, ça va redorer le blason de l'institution. Et je pense que Trump le sait également. Et ils peuvent ne participer qu'avec les ravitailleurs, qu'avec les bombardiers. C'est la guerre qu'on a menée. Alors, le problème qu'on a mené en 2011 en Libye, donc l'OTAN de façon générale, la France particulièrement, et les Britanniques évidemment. Le problème, c'est que on détruit, on casse, mais le problème, c'est que la reconstruction, et ce what de la reconstruction, comme dirait Trump, à bout d'un moment, il va falloir que quelqu'un prenne la suite. Et là, je vous rejoins, qui va prendre la suite? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'opposition, mais il y a une jeunesse iranienne que j'imagine active et qui doit se dire il faut prendre, mais il faut comme des personnages. Il faut l'incarner d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est pas tout
tout casser. Alors, si on se contente, parce qu'encore une fois, tout dépend des mollahs, parce que si on se contente de détruire les installations nucléaires, et qu'en final, les mollahs se disent, bon, pourquoi pas, etc., bon, c'est cassé. Bon, écoutez, et puis qu'ils soient capables de communiquer en disant qu'ils s'arrêtent, en disant nous on est prêts à en parler, on va reconstruire, etc. Et ils peuvent se sauver leur peau, mais le problème, je pense qu'Israël n'acceptera pas que les mollahs restent, et ça c'est la partie politique. Et on voit bien que Trump ne s'engage pas sur ce terrain-là du tout. Pas d'homme au sol, ça veut dire pas de comparaison avec cette situation-là, je le répète, entre ce qui se passe et les situations antérieures. Maintenant, cette jeunesse iranienne, est-ce qu'elle va justement où sont les Bassidji, c'est-à-dire les hommes de main, les gardiens de la révolution? Est-ce que dans une atmosphère de délitement général, il ne va pas y avoir un déferlement dans les rues de la violence, quoique le cœur de Téhéran s'est vidé, et les gens fuient, mais pas tous. Et c'est pour ça que les rues prises par des opposants, soyons un petit peu prudents sur cette question. Essayons de nous mettre dans la peau de la jeunesse iranienne qui espère, et peut-être il peut y avoir effectivement des concertations, vous l'évoquiez, entre différentes strates d'opposants réformateurs et pour construire quelque chose de neuf.